Quelque part dans la mer des Caraïbes, vers 1665, le galion espagnol est immobile, désemparé. Les flibustiers de la Tortue montent à l'abordage, sabres levés, dans un vacarme de bois fracassé et de poudre. En moins d'une heure, c'est terminé. Les coffres sont ouverts. L'or espagnol, les pièces d'argent, les soieries, tout passe dans les cales du navire pirate. Les hommes rient, ils sont riches. Mais au fond du même navire, dans l'obscurité du troisième pont, quelque chose de bien plus précieux que l'or est en train de mourir lentement. Ce n'est pas un homme, c'est l'eau. Dans les barils de chêne chargés avant le départ de la Tortue, la catastrophe se déroule en silence depuis 5 jours. L'eau douce, parfaitement claire au moment du chargement, a changé. Elle est devenue verte, puis visqueuse. Une odeur de fond de marais remonte à chaque fois qu'on soulève le couvercle. Dans les carnets de bord de l'époque, les capitaines appelaient ça « l'eau vivante ». Et le mot n'avait rien de poétique. C'était de l'eau dans laquelle on sentait quelque chose grouiller avant même de l'avaler. Les Caraïbes du XVIIe siècle étaient parmi les pires endroits du monde pour conserver de l'eau. La chaleur tropicale, l'humidité permanente, les bois des troisièmes ponts qui n'avaient jamais séché correctement, tout cela transformait un baril de chêne en incubateur bactériologique. En Europe du Nord, une cargaison d'eau pouvait tenir 6 semaines. Ici, dans ces latitudes, 5 jours suffisaient pour que l'eau devienne imbuvable. Et une traversée entre la Tortue et les côtes espagnoles durait parfois bien plus longtemps que 5 jours. Les journaux de bord de plusieurs capitaines flibustiers témoignent de la même réalité. Un capitaine note, en 1667, que ces hommes filtraient l'eau à travers des morceaux de chemise avant de la boire. Non pas pour la purifier, mais pour retenir ce qui nageait dedans. Des larves, des filaments verdâtres, des choses sans nom. Il écrit qu'après 10 jours de mer, personne ne regardait plus ce qu'il versait dans sa tasse. Regarder, c'était ne plus pouvoir avaler. Certains préféraient le rhum ou le cidre. Mais l'alcool, en pleine chaleur caribéenne, accélérait la déshydratation. La bière embarquée s'aigrissait en quelques semaines dans les trépidations du navire. Le vin était rare et réservé aux officiers. Et boire l'eau de mer signifiait une mort lente et douloureuse. Le sel extrait l'eau des cellules de l'intérieur jusqu'à ce que les organes lâchent un à un. Dans ces conditions, les flibustiers mouraient moins de blessures de combat que de dysenterie, de fièvres intestinales, de l'accumulation de tout ce que leurs propres provisions leur infligeaient. Il fallait trouver une solution. Et les flibustiers de la Tortue en ont trouvé 2, sans chimiste, sans laboratoire, sans même savoir lire pour la plupart d'entre eux. La première solution venait du feu. Avant chaque appareillage, des hommes allumaient des flammes contrôlées à l'intérieur des barils vides. Pas pour les détruire, pour les transformer. La flamme noircissait lentement la surface intérieure du bois, du fond jusqu'au bord, en une couche régulière de charbon de bois. L'opération demandait de la précision. Trop peu de temps, et la surface restait poreuse. Trop longtemps, et les parois cédaient. Le bon dosage produisait une membrane noire, lisse, dure, une sorte de filtre naturel intégré au cœur même du bois. Ce que les flibustiers avaient découvert empiriquement, la chimie l'expliquera 2 siècles plus tard. Le charbon actif absorbe les composés organiques, les toxines et les bactéries par un phénomène d'adsorption. Les molécules se collent à sa surface, piégées dans ces millions de minuscules cavités. Un baril simplement rempli d'eau pourrissait en 5 jours. Un baril obturé par cette couche de charbon pouvait conserver une eau propre plusieurs semaines. Les mêmes principes gouvernent aujourd'hui les filtres à charbon actif que l'on trouve dans les carafes d'eau ou sous les éviers. Et cette même technique de carbonisation intérieure est au cœur de la production du bourbon américain, où le charbon de chêne est encore aujourd'hui utilisé pour filtrer et adoucir le whisky avant la mise en fût. Les flibustiers de la Tortue ne savaient pas qu'ils inventaient quelque chose. Ils savaient seulement que ça marchait. La deuxième solution venait de leurs ennemis eux-mêmes. Après chaque abordage, parmi l'or et les marchandises saisies sur les galions espagnols, il y avait des pièces de monnaie, des réaux d'argent, la monnaie de l'Empire espagnol, frappée dans les mines du Pérou et du Mexique. Les flibustiers en jetaient certaines au fond de leurs barils d'eau. Un geste qui aurait pu sembler une superstition. Il n'en était rien.
L'argent métal libère dans l'eau des ions microscopiques, des particules chargées qui pénètrent à l'intérieur des bactéries et détruisent leur mécanisme cellulaire. Le métabolisme de la bactérie s'effondre, elle cesse de se reproduire, elle meurt. Ce phénomène porte aujourd'hui un nom scientifique, l'effet oligodynamique, découvert formellement en 1893 par un botaniste suisse. Mais les Égyptiens de l'Antiquité stockaient déjà leur eau dans des récipients argentés. Les généraux grecs portaient des gourdes en argent lors de leurs campagnes militaires. Et les flibustiers de la Tortue jetaient des réaux espagnols dans leurs barils, sans savoir pourquoi, mais en ayant constaté que l'eau tenait plus longtemps, restait plus claire, sentait moins mauvais. L'ennemi finançait leur survie, à la lettre. Mais l'histoire réserve encore un retournement. 75 ans après les flibustiers de la Tortue, la marine royale britannique, la flotte la mieux organisée du monde, avec ses médecins, ses règlements, ses savants, se retrouvait face au même problème, sans solution. En 1740, l'amiral Edward Vernon ordonne finalement à ses équipages de mélanger l'eau avec du rhum et du jus de citron. Le rhum ralentissait la prolifération bactérienne. Le citron combattait le scorbut, la maladie des gencives et des os qui décimait les équipages privés de vitamine C. Cette mixture quotidienne fut baptisée grog, du surnom de l'amiral, Old Grog. La Royal Navy venait de réinventer, sous forme d'ordonnance officielle, ce que des illettrés sans titre ni grade avaient compris par instinct 2 générations plus tôt. Le principe était le même, seul l'uniforme avait changé. Ce qui reste de tout cela, c'est une image qui a du mal à quitter l'esprit. Des hommes illettrés, dans des ports sans loi, sur des navires toujours trop chargés, avaient compris des choses que la chimie officielle ne théoriserait formellement que 200 ans plus tard. Pas par génie, par nécessité. Parce que l'alternative, c'était de mourir en mer avec de l'or plein les cales et pas une gorgée d'eau propre à boire. Quelque part au fond de la mer des Caraïbes, dans les épaves des navires de la Tortue qui n'ont jamais fait retour, il y a encore des barils de chêne noircis de l'intérieur. Et au fond de certains d'entre eux, un réal d'argent espagnol repose dans le sable depuis 3 siècles, en train de faire, encore aujourd'hui, ce pourquoi il avait été jeté là.